faut prendre son chemin et le suivre. Moi, en tant qu'artiste, j'ai aussi du mal à me dire pourquoi lui il m'aime pas, pourquoi lui il écoute pas, pourquoi lui il est pas sympa avec moi. Moi, je prends aujourd'hui, en tout cas, encore plus qu'avant, je prends tout. Qu'il y a encore des codes d'honneur, qu'il y a des codes du travail, qu'il y a des codes du vivre ensemble. En fait, si déjà tu t'y balades, tu comprends, Rungis, c'est plus fort que Disneyland. Hein. C'est plus connu que Disneyland. C'est une marque dans le monde entier. Ton article s'est transformé en le chanteur des Halles de Rungis. Et j'ai eu une double page dans le Parisien. Et quand tu as une double page dans le Parisien, surtout du week-end, derrière, tu termines sur CNews, L'Impact. sur BFM, tu termines sur J'ai fait tous les journaux et j'ai fait surtout Canapé Roux. Parce que en fait, je sors de l'école de commerce et je vois une annonce dans le Figaro. Recherchons commercial France export dans l'alimentaire. Je savais pas du tout que ça allait être un Rungis. Bonjour Marc Fichel et bienvenue sur le podcast Votre Voix. Bonjour. Alors Marc, tu es chef d'entreprise, auteur, compositeur, musicien. Je te laisse même compléter, vas-y, la liste est longue. Interprète. Ouais. Chanteur, tout simplement. Et puis, auteur et compositeur pour d'autres personnes aussi, d'autres artistes. Voilà. Et j'ai créé aussi ma boîte cette année. Alors, tu vas nous en dire un petit peu plus. Moi, j'ai vraiment le plaisir de t'accueillir aujourd'hui parce que je t'ai rencontré sur Rungis et je t'ai aussi découvert sur une scène où tu as chanté « C'est ma vie » dans les Halles. Et j'ai été vraiment très happée par la musique, par ta personnalité et ce que tu dégageais. Et dans ce podcast Votre Voix, eh bien, je souhaitais qu'aujourd'hui, tu puisses effectivement nous en dire un peu plus sur tous ces messages que tu souhaites faire passer entre ton activité de chef d'entreprise la nuit, même le jour, ça se poursuit, et mêlé à cette musique que tu partages au quotidien. Alors, il y a beaucoup de choses, mais pour faire simple, en gros, la musique n'est que le reflet de ce que je vis au quotidien. Je compose parce que d'abord, c'est un exutoire, c'est une passion. J'ai ça dans le sang, dans mes tripes. Je suis autodidacte parce que je ne sais pas lire la musique. En revanche, j'adore la composer. D'accord. Et je suis fan de mélodie. Je le dis dans mon spectacle, on en parlera plus tard. Ouais. On dit en anglais, on appelle ça le hook, le gimmick. Oui. Quand j'entends une chanson, la première chose que je remarque, c'est le gimmick. Et j'aime à dire, cette chanson, elle va marcher. Je me fais des paris tout seul. Hein. Cette chanson, elle marchera peut-être un peu moins bien. Dès qu'il y a un gimmick qu'on entend et qui se retient, qu'on a entendu une seule fois la chanson. Donc, la raison pour laquelle j'écris des chansons, c'est pour raconter tout ce qui se passe autour de moi. Ce sont des tranches de vie, notamment à Rungis, d'où C'est ma vie dans les Halles. Et j'ai sorti, il y a ça un an, C'est beau la vie, qui était un peu la suite de C'est ma vie dans les Halles, parce que je pense que sincèrement, c'est beau la vie. En tout cas, il faut la rendre belle. La vie, elle peut être très positive si on positive. Pense bien et tout ira bien. Cette phrase n'est pas de moi, mais elle est tellement vraie. Elle est tellement vraie. Voilà, et ça le vaut dans la musique, ça le vaut au quotidien et ça le vaut dans la vie de chef d'entreprise. Alors pour débuter justement cette interview, est-ce que tu peux rapidement nous chanter un petit air de C'est ma vie dans les Halles ? Ouais, ça fait C'est ma vie dans les Halles, un théâtre, un vrai bal de marchandises, calibré, contrôlé, à volonté, sûr de lui, investi, producteur, c'est ton ami. Top là, pas bandit, Magali. Magnifique, merci. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité justement sur Rungis ? Oui. Alors, et qu'est-ce que, au travers de ce que tu vis justement quotidiennement dans ces halles, comment ça se reflète dans ta musique ? Alors, j'ai mis du temps à monter ma boîte tout d'abord, parce que quand on monte une entreprise, il faut être bien entouré. Et en fait, des fois, il y a des évidences. Et jusqu'à présent, j'ai travaillé pour 2 grosses entreprises sur Rungis, dans lesquelles j'ai appris plein de choses. J'ai appris mon métier. Je suis rentré à Rungis en juillet 97, donc ça fait déjà quelques temps. J'étais très jeune, après mon école de commerce. Il fallait faire des études. Mes parents m'ont obligé à faire des études, donc j'ai fait des études. Et j'en suis très content et très, très ravi aujourd'hui. Mais voilà, je suis rentré à Rungis très jeune. Et en fait, j'avais peut-être pas rencontré les bonnes personnes pour m'associer. Une association, c'est un pacte. Un pacte d'amour, un pacte de business, c'est comme un mariage. Et puis, il y a de ça 2 ans, j'ai rencontré mes associés un peu par hasard. Et puis, il y a 1 an, on a commencé à formuler ça vocalement, oralement. Et puis, vous savez, quand il y a les planètes qui s'alignent, tu sais, il y a des choses qui se font. Ça, je sais. Et dans la même année, j'ai monté ma boîte. On a acheté avec ma moitié, mon Oxygème, que tout le monde connaît à Rungis, Maggie, notre appartement. Et je crée mon nouveau spectacle. Donc, tout ça dans la même année, c'est beaucoup.
Mais en même temps, c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et puis, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Quand tout est aligné, tu parles de planète, mais c'est aussi un alignement intérieur. Dans la vibration, énergétiquement parlant, eh bien, les opportunités qui nous sont adressées, elles arrivent, et oui, tout en même temps. Et c'est ça la magie de la vie. Ouais, c'est vraiment la magie de la vie. Et en fait, je dis tout à l'heure, tu me dis pourquoi tes chansons. Dans C'est beau la vie, je dis un bonjour madame, ça ne coûte rien, c'est une petite flamme qui vous donne la main. Mais c'est vrai, rien que le fait de dire bonjour le matin avec le sourire, c'est pas la même chose. On dit dans l'artistique, quand tu chantes, souris. Ça s'entend. Et c'est vrai que si tu souris quand tu parles, pas seulement quand tu chantes, quand tu parles dans le business, si tu souris à tes employés, si tu souris à tes associés, c'est pas la même. Et tu obtiens en général ce que tu veux. Le message est différent. Moi qui travaille beaucoup sur toute cette notion de paraverbal et non-verbal au quotidien. Et puis, on enregistre aujourd'hui, on est le 15 octobre. On peut pas dire qu'on soit dans un contexte hyper joyeux. Donc, je suis ravie de pouvoir évoquer ce thème et ravie de pouvoir livrer en fait aux auditeurs quelque chose de joyeux, quelque chose de péchu. Parce que, en fait, c'est nous au quotidien, hein, c'est chacun de nous. Et comme tu le dis, un bonjour, un sourire. Et c'est nous qui faisons en sorte de changer justement cette dynamique au sein de cette société. Et comme on peut, d'y mettre notre propre lumière. Notre grain de sel. C'est ça. Alors, dans cette musique que tu composes, est-ce que tu as des messages clés, des messages forts auxquels tu es très attaché, qui résonnent chez toi, que tu souhaiterais nous partager en fait? Alors, dans les mélodies, en général, je suis quelqu'un d'assez gai. J'aime bien les mélodies gays parce que ça fait du bien d'entendre de la musique gaie. Après, j'ai écrit quelques chansons un peu plus graves. Quand je dis grave, c'est que j'ai écrit des chansons comme c'est sur la vie. Bon, avec ce qui s'est passé il y a 2 ans en Israël, ça m'a touché, sans faire de politique, ça m'a touché parce que dès qu'il y a la guerre, ça touche. Et je tiens à le dire, j'ai des amis de tous bords, de toute communauté, et mon spectacle parle de ça justement, de se vivre ensemble. On y arrive au niveau de Rungis. Il y a toutes les communautés. Alors là, on ne peut pas le dire. Comme je dis, il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de religion à Rungis. Il n'y a que des gens qui se lèvent le matin pour bosser. Si on arrive au niveau de Rungis, pourquoi on n'arriverait pas au niveau d'un État ? C'est la seule question que je pose. Il n'y a aucune démagogie dans cette question. C'est juste du bonheur et de la bienveillance. Il y a ce vivre ensemble, ce melting pot, POTES qui existe. Oui. Peut-être qu'on pourrait y arriver au niveau d'un État. Voilà. Merci. Et alors, comment tu arrives à partager tes journées dans cet emploi du temps compliqué, j'imagine, entre ton activité qui débute une partie de la nuit, qui se poursuit en journée. Enfin, il y a un moment donné, tu arrives à t'arrêter un petit peu, à récupérer? Alors, j'ai cette chance d'être un vrai hyperactif où je n'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Alors, d'abord, j'aimerais rendre un vrai, comme on dit en anglais, un big up à ma femme, parce qu'elle me supporte au quotidien. Et je ne suis pas un être facile à supporter, parce que comme je suis tout le temps hyperactif, j'ai tout le temps besoin de faire des choses. Et dès que je m'arrête, en fait, je cogite trop. Je suis quelqu'un qui cogite énormément. Je pense toujours au futur, ce qui va se passer. J'essaye d'être dans le moment présent. J'apprends à être dans le moment présent parce qu'il faut profiter de ce qui se passe. Si tu es tout le temps dans l'après, tu ne profites pas des gens. Mais j'ai toujours un milliard d'idées, mais assez décharge elle aussi. Donc c'est très bien. En fait, je suis un sportif de haut niveau dans ce que je fais. C'est-à-dire que comme j'aime faire les choses à fond, ma vie, elle est très réglée. Donc le matin, je me lève à 3h, je vais à Rungis. Bon, en plus, maintenant, j'ai monté ma boîte qui s'appelle Distripom, où on exporte. À l'export, on vend des pommes de terre, principalement, mais pas que. Ail, échalotes, oignons, courges. Là, je fais ma pub. Et on en vend aussi sur le marché de Rungis. On est 3 associés. Et alors là, je vais tirer le chapeau à mes associés parce qu'ils sont 2 êtres de lumière. Ils sont 2 êtres géniaux. Il y a un associé qui apparaît avec moi qui s'appelle Sébastien Esnault. Et il y a un 3e qui s'appelle Bruno Vignal. Qui parle comme ça, qui nous régale quand il me parle, parce qu'il vient du sud. Il vient du soleil. Il vient du soleil, il vient à côté de Nîmes, à Beaucaire. C'est une ville, je ne savais même pas qu'elle existait avant de le rencontrer. J'ai dit, c'est écrit sur la carte de France. Il fait, oh, dis-nous. Il parle comme ça. Et en fait, la rencontre de ces 3 personnes, dont moi, il y a une osmose qui s'est faite. Et on a monté la société assez rapidement. Bon, puis après, comme je te dis, tout à l'heure, on a parlé de l'alignement de la planète. Tu rencontres la bonne personne, tu peux acheter un entrepôt au bon moment. On a aussi le soutien de Rungis, ça je voulais le dire, parce que d'avoir le soutien de Rungis, sentir que les gens qui sont intervenants à Rungis, que ce soit notre président Stéphane Lahani ou toute son équipe avec Jeanne Romers, ça fait du bien, parce que monter une société aujourd'hui,
c'est pas évident. Bien sûr, surtout dans le contexte actuel. Surtout dans le contexte actuel, on se pose des questions. En plus, cette année, la pomme de terre ne vaut rien. Elle s'est cassée la gueule, c'est la vérité. Mais c'est pour ça qu'on relève les manches, on se bat, on défend nos producteurs, parce qu'on est très fiers de vendre de la pomme de terre française. Et puis, on est très fiers d'avoir monté une société. Et en plus, à Rungis, ça fait 27 ans que j'y travaille. C'est mon home sweet home, Rungis. C'est ma seconde maison. Donc, voilà. Et on va essayer de la faire fleurir et puis de la faire prospérer comme il se doit. Alors, j'imagine que ça doit être aussi une grande fierté autour de pouvoir avoir quelqu'un qui puisse comme ça mettre aussi en lumière ce qui se passe dans ces halles sur Rungis. Comment ça se passe au quotidien avec tous ces acteurs que tu côtoies Est-ce que des fois même il y a des petits messages qui sont passés où tu serais en fait un canalisateur d'un certain nombre de messages que les uns et les autres aimeraient peut-être faire passer, ou est-ce que tu sens que des fois ça peut se passer comme ça aussi ou Alors c'est un vecteur positif. C'est-à-dire que en fait, les gens sont contents, ceux qui me connaissent. Et puis, quand je fais une émission, c'est vrai qu'il y a... De toute façon, il y a deux choses. D'abord, il y a le côté pragmatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une émission de télé ou de radio qui ne se termine pas sur un cours sur la pomme de terre. C'est-à-dire que c'est incroyable. Quand tu parles de pomme de terre, tu unis et réunis tout le monde. C'est comme la musique. Mais que ça soit à table ou dans une émission de c'est télé. la base des assiettes. Hein. Non, mais je vais te raconter, je vais te dire un exemple. Un jour, j'ai fait ma première grosse émission RTL. Voilà, j'étais avec Stéphane Bern, il y avait Patrice Carmouze, il y avait l'invité, je crois que c'était Patrick Pelou. Il y avait plein de monde. Et je devais rester qu'un quart d'heure. Je suis resté 2 heures. Ils m'ont gardé toute l'émission. Et en sortant, je vois, il y avait beaucoup de femmes qui attendaient. Parce qu'il y a le principal public, ce sont des femmes. Comme ça. Et j'étais content, c'était ma première grosse émission, donc je dis tiens, je vais signer des autographes et tout ça. Je commence à signer des autographes, on parle de ma vie dans les halles, et au bout de 5 minutes, ça a dérivé direct sur pomme de terre. Mais est-ce qu'on peut les trouver à Carrefour Et pour faire les gratins, on fait quoi? Et pour faire les purées, on fait quoi? Et pour faire les frites, on fait quoi? Ça a duré 1 heure, je m'en sortais pas. Je vais peut-être y aller, mesdames, excusez-moi. Mais c'était incroyable. Et c'est là où j'ai compris une chose, quand tu reviens après sur le plan business, que la segmentation peut-être n'était pas toujours faite comme elle devrait le comprendre. Et donc, et encore aujourd'hui, j'ai 50 milliards de questions. Et moi, je suis un passionné du produit. Ouais. Donc, je suis très, très flatté et très content d'en parler. Et j'en parle dans le spectacle. Et oui, parce que je crois que j'ai lu quelque part que tu disais que c'était un spectacle qui donne la patate. Ouais, on a dit ça parce qu'à chaque fois, on me sort, on me fait... Alors, t'as la patate, Marc? Je fais, on me l'a jamais sorti. Donc, je dis, on va mettre les pieds dedans et on va mettre le label, le spectacle qui vous donne la patate. Non, mais ouais. Et alors, ce spectacle, déjà, tes premières scènes, elles sont arrivées comment, en fait? À quel moment, à un moment donné, tu t'es dit, mais c'est ça que je veux faire? Comment tu as écrit tes premières chansons et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait? Alors, il faut remonter très loin. C'est-à-dire que moi, je suis un enfant du Club Med. D'accord. Voilà. J'ai travaillé au Club Med. Pour moi, c'était le Graal. Mais j'en parle de ça dans le spectacle. Il y en a qui souhaitaient devenir médecin. Moi, je souhaitais devenir chef de village. C'était waouh. Et comme tu peux le voir, je ne suis pas chef de village au Club Med aujourd'hui. Mais Rungis, c'est un théâtre. Oui. Et je le dis dans ma chanson, sans faire... parce que ça peut faire un peu le mec qui se la raconte, mais je le dis, c'est un théâtre, un vrai bal de marchandises. Mais parce que Rungis, quand tu regardes et que tu fermes les yeux, c'est un film. Bien sûr. C'est un film. Et donc, de cette époque, j'en ai gardé beaucoup de choses, notamment la volonté de faire du spectacle. Et un jour, je me suis dit, bon, si ça ne plaît pas, au moins j'aurais tenté. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait des salles de plus en plus grosses, mais je voulais garder les pieds sur terre. C'est peut-être de par mon éducation, je voulais rester dans la vie, entre guillemets, ce qu'on appelle classique. Oui. Et puis, j'aime ce métier, c'est surtout que j'aime. Moi, je ne me force pas à me lever à 3h du matin. Tout le monde me dit, mais comment tu fais? Je dis, mais j'aime ça. J'aime, tu sais, tous les matins, quand tu arrives à Rungis, tu entends le bruit des klaxons. Ça gueule dans tous les sens. C'est comme une mélodie qui s'écrit. C'est un besoin, en fait. Ah, mais c'est un besoin vital. Moi, demain, j'arrête Rungis, tu m'enlèves un bras. Et j'arrête la musique, tu m'enlèves l'autre bras. Donc, ce sont des vases communicants. Quand j'ouvre un, je ferme l'autre. Quand je ferme un, j'ouvre l'un. Oui. Et les deux vont ensemble. Et je ne peux pas rester Tu te nourris des deux énergies. Ah, je me nourris beaucoup des deux énergies. En plus, à côté de ça, je fais du sport. Alors, c'est vrai que j'ai une vie pleine, mais quand je vais à Rungis le matin, j'ai cette pêche. Parce que la veille, peut-être, j'ai fait un podcast avec Magali, où j'ai fait une scène, où j'ai écrit des chansons. Je me suis retrouvé en studio en train d'enregistrer avec Stomy Bugsy.
Et le lendemain, je parle à un mec qui fait les marchés et qui me dit « Ah, ta patate, elle est trop chère !» Et je trouve ça extraordinaire. Des fois, je rigole tout seul dans ma tête. Je me dis Ouais. c'est génial de pouvoir faire ça. Mais bien sûr, et finalement, quand tu dis ça, ça m'interpelle parce que je me dis, tu vois ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, politiquement parlant, où on a des personnes à la tête de l'État qui sont totalement déconnectées. Eh bien, c'est aussi ça, le podcast Votre Voix, c'est ramener à la réalité et à ce que nous vivons tous les jours et à toutes ces voix qui s'expriment et qui ont besoin en fait de réalité pour continuer en fait à avancer dans un pays qui est plutôt secoué, quoi. Ouais, notre pays est secoué. Alors, bon, moi, je ne fais pas de politique. J'espère juste qu'un jour, c'est vrai qu'ils comprendront ce que les gens veulent, parce que qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, à la limite, moi, ça m'importe peu. C'est juste que tu vois, quand il y a des gens qui souffrent, et quand le peuple a faim, c'est jamais bon signe. Donc, il faut lui donner un petit peu à manger pour qu'il puisse vivre décemment, c'est tout. Moi, je suis fils d'émigrés, très fier. Ils se sont battus, ils étaient très fiers d'arriver en France, mes parents. Et c'est ce que je dis. Pour certains, c'est plus compliqué. Ouais. C'est la vérité. Et je le dis. Dans le spectacle, je parle de tout ça. J'ai pas de non-dit, il n'y a pas de faux semblant dans le spectacle. Vraiment, j'en parle. Mais mes parents m'ont toujours dit que tu prennes l'ascenseur, que tu prennes les escaliers, le principal, c'est d'arriver en haut. Alors, certains doivent prendre les escaliers, mais si tu bosses, tu arrives en haut. Oui, aussi. Tu finis toujours par y arriver, de toute façon. Alors, moi, à Rungis, je connaissais personne. Je peux t'assurer, j'étais fils, je suis toujours d'ailleurs fils de dentiste, et je ne voulais surtout pas rentrer dans le médical. Et je suis arrivé à Rungis parce que je ne connaissais personne et que je voulais y arriver par moi-même. Alors, c'était quoi ta première journée à Rungis quand tu dis ça m'intrigue? C'est surtout comment ça a commencé parce que en fait, je sors de l'école de commerce et je vois une annonce dans le Figaro, recherchons commercial France export dans l'alimentaire. Je savais pas du tout que ça allait être à Rungis. Et un mois après, je foule le sol du plus grand marché du monde quand même. Et le jour où j'ai foulé le sol du marché de Rungis, j'ai dit ça y est. T'as senti? Ah, mais j'ai senti, j'ai dit à mes parents, ça y est. C'est ma vie, elle est à Rungis. C'était une évidence. Alors, une évidence d'hyperactivité, une évidence d'hypersensibilité, parce que je suis aussi un artiste au fond de moi. Mais j'ai dit, ça va être ma vie. Et en fait, Rungis, tu l'aimes ou tu le quittes. Tu peux pas être à moitié. C'est pas possible. Si tu es à Rungis à moitié, c'est trop dur. On a des horaires, on compte pas nos horaires. Bien sûr. Mais c'est magique. Il y a une magie à Rungis. Et il faut le vivre pour le comprendre. Oui. Et les pommes de terre, du coup, c'est arrivé tout de suite ou... Tout de suite, parce qu'en fait, j'ai atterri dans une boîte qui s'appelait à l'époque Les Produits du Soleil. Déjà, c'était lumineux. Et à l'époque, c'était ce qu'on appelle un taulier. C'était vraiment à lui, c'était sa boîte à lui, c'était pas un groupe. Et j'ai atterri dans ce marché, dans cette société, qui était une belle boîte, une belle PME. Et donc, le produit phare, c'était l'ail et les pommes de terre. D'accord. Et donc, moi, je n'y connaissais rien. Je ne savais même pas la différence entre un oignon et une échalote. Donc, le directeur commercial, au départ, il m'a mis la fessée. Pendant un mois, j'ai fait des palettes. Alors, je rentrais chez moi, je dis, waouh. Et mes parents me disent, sois content, tu es payé au prix d'un commercial, tu fais des palettes. En fait, c'était juste pour me sensibiliser, me faire comprendre comment on faisait une palette. Parce qu'en fait, si tu ne sais pas faire une palette, si tu ne connais pas ton produit, tu ne sais pas le vendre. Et en plus, tu n'as pas le respect des autres. Alors, c'est quand même encore un milieu où tu peux commencer, même si tu as fait des études, tu peux commencer en bas, ou en tout cas, tu dois toucher à tout pour être sensibilisé à la vie d'entreprise. C'est un milieu très spécial. Il y a des codes, il y a des codes de fonctionnement, il y a des codes d'honneur. Il ne faut pas trahir la famille de Rungis parce que le jour où tu l'as trahi... Tu reviens pas. C'est un peu compliqué. Et puis quand je le dis top la bandit, c'est parce qu'en fait, tu donnes ta parole. Souvent, les gens me disent comment ça se passe. Je dis, mais tout est à la parole. Il n'y a pas de contrat. Il n'y a jamais de contrat. Oui. Donc, faut respecter. Quand tu dis ça, on a un peu du mal à imaginer, parce que quand on voit ce qui se passe en milieu urbain, tu dis c'est un monde à part. Oui, c'est un monde imagine à part, bien. et qui a encore des codes d'honneur, qui a des codes du travail, qui a des codes du vivre ensemble. En fait, si déjà tu t'y balades, tu comprends. Rungis, c'est plus fort que Disneyland. C'est plus connu que Disneyland. C'est une marque dans le monde entier. Les gens ne savent pas que c'est le plus grand marché du monde. Est-ce que tu sais combien de personnes y travaillent à Rungis? Ah non, moi j'ai... 13 000 personnes. Oui. 13 000 personnes, c'est une ville dans la ville. Donc, il y a 1200 entreprises à Rungis. Il y a 125 000 camions qui passent, 3 millions de tonnes de marchandises. C'est ouf. Ouais. Et quand j'ai écrit le spectacle, je dis, je travaille dans le plus gros marché du monde, qui m'a accepté. Alors, je m'y suis senti bien tout de suite, mais ils auraient pu ne pas m'accepter. Et le fait de franchir les étapes step by step, moi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et la rigueur de Rungis
m'a permis de faire cette Et musique. Parce qu'à Rungis, on est dans des produits frais. Et tu gagnes ta vie, tu deviens bon quand tu es rigoureux. C'est pas ah salut mon pote, oui. Oui, c'est On pas voit superficiel. voilà, on voit le côté jovial et il y a le côté bon enfant. On va boire un café, on peut s'engueuler, hein. C'est pas le problème parce que le business, ça reste du business. Mais il faut être très rigoureux et c'est là où dans tous les corps de métier, mais dans les produits frais encore plus parce que ça va vite. Ouais. Et puis le charme des produits frais, c'est-à-dire que la pomme de terre aujourd'hui, elle n'a pas la même tête demain et elle n'aura pas la même tête après-demain. Et puis on a un grand paramètre, c'est le bon Dieu qui décide, c'est le temps. Oui, aussi. Par exemple, cette année, on dit qu'il y a des pommes de terre. Si on parle du métier que je connais, c'est des pommes de terre, il y en a partout en Europe. Il y a une surproduction. Parce qu'il a fait bon moment, au bon moment, et il n'y a plus au bon moment. Mais c'est pas grave. Les gens, ils me disent, mais tu travailles même le samedi? Chez toi, tu manges tous les jours ou pas? Tu manges le matin, tu manges le midi, tu manges le soir? Je dis, voilà. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faut défendre nos producteurs, parce qu'un producteur qui n'est pas là une journée, pourquoi ils partent pas souvent en vacances? C'est même plus une question d'argent. C'est parce qu'ils ne peuvent pas laisser grossir leurs pommes de terre ou leurs salades ou leurs choux. Et une fois qu'ils sont en stock, il faut qu'ils les vendent. Ah, c'est des métiers de passionnés. Ça se sent en tout cas. Ouais, moi, je suis passionné. Alors, tes premières scènes, Marc, Les premières scènes, remontent ça remonte quand à déjà 15 ans. J'avais fait le Sentier des Halles à l'époque. Tout seul, je m'étais autoproduit. D'accord. Et j'avais fait ça pour attirer des producteurs ou des gens du métier. Il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un du métier, un peu par hasard. Et je me suis dit, elle me dit, bon, il faut qu'on se parle. Et cette personne m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, écoutez, moi je suis un régiste. Il me fait, reste un régiste, mais par contre, j'aime bien ce que tu composes. Tu veux composer pour les autres, tu veux chanter, tu veux faire quoi? Au départ, je dis non. Je me suis dit, je vais composer pour les autres, puisque ça va me permettre de toujours de rester un régiste cool. J'avais pas cette envie forcément de faire toujours de la scène. Et on a placé 0 chanson. Elle me dit, bah, tu sais quoi, tu vas enregistrer un album. Je suis ah bon? Et du coup, c'est comme ça que je me suis mis à chanter. Parce qu'au départ, j'aimais ni ma voix, et j'avais pas envie de chanter mes chansons, j'avais envie de les proposer aux gens. D'accord. Et comme personne n'en voulait au départ, c'est moi qui les ai chantés. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait une scène, et puis j'ai atterri au Café La Danse, et j'ai fait des scènes complètes. Et là, tu vois, le spectacle, on n'a pas fait encore de grosses promos, on a commencé sur les réseaux, mais ça se remplit. Mais je suis le premier étonné, parce que pour le coup, c'est mon premier seul en scène, qui sera entrecoupé de musique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des chansons que tous les gens connaissent, et puis des chansons qui seront en harmonie avec le public. Oui, c'est ce que j'ai pu découvrir. En fait, c'est les mots, c'est ça, les mots du public qui pourront en fait, derrière tes mots déclencher. Ouais, c'est ce que je dis dans le spectacle. Tes mots MAUX se transforment en mots MOTS. Et ces mots MOTS sont pour moi des sons. Et ces sons sont des notes de musique. Et on fait quoi avec des notes de musique? On improvise de jolies mélodies. Et on fait quoi avec de jolies mélodies? On compose de jolies chansons. Voilà. Ah, ça, c'est un merveilleux teasing. Hein. Là, franchement, celui qui vient pas au spectacle, c'est qu'il n'a pas écouté le message. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte. Et comment elle s'est opérée, cette transition entre la scène musicale, chanter tes chansons, et à quel moment tu t'es dit, je bascule, je veux quelque chose d'encore plus puissant, pas forcément professionnel, mais en tout cas, quelque chose de puissant. Et qu'est-ce que je veux écrire? Qu'est-ce que je veux faire passer encore plus comme message? Quand j'ai rencontré des professionnels, en fait. D'accord. Qui m'ont confirmé que j'avais un sens de la mélodie, que j'étais aussi adoubé dans ce métier-là que dans le métier de rungis. Puis un jour, j'ai fait les rencontres d'Astafor avec Francis Cabrel. Donc là, j'étais au milieu de plein d'artistes. J'étais le seul qui était en double vie. Et à la fin, tu fais un show, et dans ce show, normalement, tu as une chanson. Il choisit 15 chansons si tu es 15 artistes. Il avait choisi 16 chansons ce jour-là. Après, c'est comme la Star Academy, en fait. D'accord. Mais c'est version Astafor avec Cabrel. Et moi, il a pris les 2 chansons que j'avais composées, il les a prises. Donc j'étais assez fier, et je lui ai demandé pourquoi. Il me dit, 1, parce que tes pianistes, ils sont tous venus avec leur guitare. Et 2, parce qu'il avait aimé. Et donc, une chanson qui s'appelait Je reste moi, où j'avais raconté un peu ce que j'étais, qui est rentré en radio, et il avait beaucoup aimé. Non, mais il avait été très cool. Vraiment, c'était... Et là, ça a été un élément déclencheur pour moi. Et puis ensuite, j'ai eu de la chance, il y a 2 ans et demi, j'ai une femme du Parisien. C'était très drôle, ça. Elle vient à Rungis. Je vais la citer parce qu'elle est gentille. En plus, elle est sympa. Elle s'appelle Marine Legrand. Et elle vient pour faire un rendez-vous sur la pomme de terre. Elle voulait voir le directeur export, donc moi je descends. Elle me dit, mais c'est vous? Je dis, bah ouais. Elle me dit, non, mais je vous ai vu ce matin à la télé. Je suis, ah bon?
Et elle tape mon nom. Elle me dit, mais vos clips, ils passent sur Énergie. Je suis, ouais, mon clip, il passe sur Énergie, sur ces stars. Elle me dit, mais vous faites quoi là? Je fais, alors je lui explique, j'ai devis. Elle me dit, faut que j'en parle quand même. Et du coup, son article s'est transformé en le chanteur de Rungis. Et j'ai eu une double page dans Le Parisien. Ah oui. Et quand tu as une double page dans Le Parisien, surtout du week-end, derrière, tu termines sur CNews. L'impact. Sur BFM, tu termines sur... J'ai fait tous les journaux et j'ai fait surtout Le Canapé Rouge de Michel Drucker. Et c'est là où, tu vois, aussi l'éducation familiale, c'est compliqué parce que ma mère, elle m'a demandé, mais il t'a payé Michel Drucker? Je fais non, c'est moi qui aurais dû le payer. Et après, ils m'ont demandé, mais c'est quoi le concept de faire Le Canapé Rouge? Je sais pas, j'étais voir un psy, maman, je m'ennuyais. Je lui dis, comment ça va? Michel? Ils ont toujours pas compris. Hein. Mais c'est pour ça que je les aime, parce que c'est mes parents. Ils ont un concept à eux tout seuls. C'est génial. Ouais, mais c'est là où toutes ces différentes perceptions, elles apparaissent et qu'il y a énormément de gens, en fait, qui voient pas les choses de la même façon, qui vivent pas les choses de la même façon. Et c'est aussi là où on voit l'impact de l'éducation, de ce qu'on appelle aussi souvent toutes nos croyances limitantes, comment on se met soi-même des barrières ou des blocages. Est-ce que toi, par exemple, dans ce que tu as fait quand tu étais jeune, tu as senti qu'à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles tu t'étais mis des limites tout seul et que là, tu as pu les faire sauter? Par exemple, quel genre de limite tu as pu faire sauter? Alors, déjà, moi, je ne voulais pas faire d'études. Non, mais moi, jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans, j'étais une catastrophe parce que j'étais pas bien dans ma peau, dans mes baskets et dans ce qu'on m'obligeait de faire. Je ne comprenais pas ce que je faisais à l'école. J'étais un hyperactif, apparemment diagnostiqué, je sais plus comment on appelle ça, pas surdoué, mais HPI. HPI. Alors je sais que c'est le mot à la mode, mais oui. pour le coup c'est vrai. Et puis je suis gaucher, j'ai tous les symptômes du HPI, mais je ne sais pas si je le suis vraiment. Ça se trouve, je ne suis pas du tout HPI et que je dis ça pour me faire plaisir. Mais en l'occurrence, par contre, j'apprenais très vite les choses. J'ai beaucoup de mémoire. Ça, c'est sûr et certain. Et heureusement d'ailleurs. Et donc, un jour, mes parents m'ont dit dehors. Mon père me dit on ne peut pas garder un glandeur à la maison. Mais je m'ennuyais en fait. Et puis, je me suis réveillé. Je dis bon, allez, je vais leur faire plaisir. Donc, j'ai passé mon bac en corps libre que j'ai eu, un bac scientifique. Et puis, j'ai commencé à être bon dans l'après-bac. Oui, parce que tu es plus intéressé. Ouais, mais avec des notes de ouf. Mais moi, je me dis oh. Et donc, j'atterris à HEC. Et il manquait plus que l'oral. Et ça, c'est une vraie histoire. Et je voulais surtout pas faire mes études à Lille. J'ai regardé moi, même pas je vais à Lille. À l'époque, j'étais très parisien, sinon il me fallait du soleil. Et j'avais eu Subdeco Marseille ou Lille. Et j'arrive à Lille, et j'arrive devant les profs. Et donc, ils disent, la première question qu'ils te posent, c'est pourquoi vous voulez faire HEC? Enfin, c'était l'EDEC. C'est HEC à Lille. Et je leur dis, Jean-Jacques Goldman l'a fait en 72. Je suis né en 72, et puis je suis fan de Goldman, donc... Et là, il me regarde comme ça, il me dit, mais c'est un ouf celui-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il est complètement ouf. Et il y en a un prof qui me dit, non, mais c'est vrai, Goldman l'a fait. Je suis, ouais. Donc, je suis parti aussi vite que je suis venu. J'ai pas été pris, forcément. Et quand j'ai atterri à Subdeco Marseille, tu as le plus grand solarium de France. Je dis, voilà, c'est ici qu'il faut que j'atterrisse. Respiration. Voilà, donc j'ai fait Subdeco. Bon, moi, je l'appelle Subdecomédie parce que c'était un peu cool. Mais voilà, c'était une belle expérience. Et puis, d'un seul coup, après, j'ai commencé à comprendre que les études m'ont quand même aidé malgré tout. Parce que chemin faisant, il y a toujours un... En fait, je pense qu'on a tous une destinée qui est écrite. Et en fait, c'est pour ça que, comme je dis toujours, regardez, ma famille m'a obligé à faire des études, a été dure avec moi, mais si elle n'avait pas été là, je ne serais pas peut-être à Rungis et je ne serais pas là en train de vous raconter ma vie qui est complètement barrée. Oui. Donc voilà, il y a toujours une cause à effet. Et aujourd'hui, je suis très content. Si je devais recommencer... Oui, peut-être que j'aurais fait le métier d'artiste un peu plus tôt. Ou en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'aurais été chef de village. T'aurais plus insisté. Bah oui, parce que tout à l'heure, tu parlais de ça, mais qu'est-ce qui fait du coup que... J'ai pas été chef de village? Oui. Ah bah, faut demander à mes parents. Ah non, parce que là, c'était une vraie discussion. En fait, oui. ils ont réussi à me convaincre que c'était pas un vrai métier. Ah non. Ils me disent, tu vas faire quoi, Karin? Moi, je leur avais sorti. Mais j'étais tellement bien. Je l'ai fait 4 ans quand même. Hein. Tous les étés, je partais 3 mois au fond de la Passesse. C'était génial. Oui, t'as quand même pu expérimenter. Ah ouais. Mais d'ailleurs, quand je suis monté sur scène et que j'ai commencé à faire plein de concerts, mes parents ont eu très peur. Je suis parti en tournée en Indonésie, je suis parti en tournée en Roumanie. Ils me disent, on comprend pas, t'as été géo déjà au Club Med? J'ai dit, mais c'est pas pareil là, c'est professionnel. Ils me disent, c'est quoi la différence? Ah ouais. Ah non, mais mes parents, toujours aujourd'hui, me disent, ça me rappelle quand t'étais géo au Club Med. Je dis, non, sauf qu'au Club Med, je faisais du playback, là, je chante vraiment. Voilà.
Non, mais comme quoi, il n'y a jamais de hasard. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si tu changes de direction parce qu'on t'a demandé de changer de direction, parce qu'il y a des choses dans la vie qui sont arrivées, et ben, dans tous les cas, à un moment donné, la vie, elle te ramène là où tu devais aller. Le naturel revient au galop. En revanche, j'ai acquis de la rigueur, j'ai acquis aussi... Mes parents m'ont permis aussi, alors ça c'est vrai, c'est tout à leur honneur, ils m'ont toujours dit le travail paye, quel que soit. Avant moi, Jacques Brel l'a dit, hein, le talent c'est 90% de travail, 10% de transpiration. Et je pense que le travail paye. Voilà, quoi qu'il arrive. Et puis j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'avoir une seule femme, ça aide beaucoup quand votre femme est derrière vous. Et je le dis, ma femme est à côté de moi, elle n'est pas derrière moi, elle est à côté de moi, et sans elle, j'aurais jamais fait tout ça. Parce que quand on est deux, on est plus fort. Il y a des jours où ça va très bien, des jours où on se pose plein de questions, on a plein de doutes, c'est normal. Et les doutes font avancer. Moi, j'ai plutôt le doute positif, c'est-à-dire que j'ai pas le stress qui me bloque, au contraire. Mais j'avance parce qu'on est deux. Oui, et ça c'est important. Voilà. Alors, moi j'aimerais en savoir un peu plus sur la durée. Combien de temps t'as mis pour le préparer, ce spectacle là, qui va arriver? Parce qu'on le rappelle aux auditeurs, hein, c'est du 9 au 23 novembre, c'est Alors ça? C'est le 9 et 23 novembre. Ah, c'est le 9 et le 23. Voilà, il y a deux dates. C'est deux showcases qui débutent. Pour après, normalement, il y aura une tournée. Ok. Alors d'abord, c'est sur une idée, je reviens toujours à mon oxygème. Voilà, c'est elle qui m'a dit un jour, écris ta vie. Comme à chaque fois qu'on est... Mais c'est vrai, on est au restaurant, on est avec des amis, on est n'importe où. Chaque fois, elle me dit, c'est comment? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Alors, je leur raconte des anecdotes. Mais je lui dis, OK. Et on était devant la télé, on était avachis, on était fatigués. C'était un week-end et je commence à écrire. J'ai appris à travailler avec mon portable. Avant, j'écrivais tout à la main. Oui. Et j'écris. Et au bout de quelques pages que j'ai écrites, je lui lis. Enfin, je lui donne. Je dis, tiens, bah oui, parce que j'écris très mal, en fait. Je suis vraiment un vrai gaucher, donc là, tu vas pouvoir lire. Elle me dit, c'est pas mal. Elle me dit, continue. Donc, j'ai continué. Et j'ai écrit relativement vite, parce que si c'est pas vite, ça m'ennuie. Donc, il faut que ça aille vite. Et après, on s'est dit, on va avoir un test. Donc, on a eu un rendez-vous avec Laurence Lustig, qui est aujourd'hui la directrice artistique du spectacle, qui est une casteuse. Elle est directrice de casting au cinéma. Elle, son dada, c'est plutôt le cinéma. D'ailleurs, les comédiens la connaissent très bien. Et on a eu rendez-vous avec son mari, qui est Jean-Philippe Bèche, qui est à la fois comédien, il a fait pas mal de télé, mais il a fait beaucoup de théâtre surtout. Aujourd'hui, il joue par exemple la cantatrice chauve de Ionesco, il est sur l'affaire Corneille-Molière, qui est au théâtre, qui cartonne. Voilà. Et on va leur lire. Lui, il fait de la mise en scène aussi. Et s'il me dit, laisse tomber, t'es à l'ouest, bon, voilà, j'aurais écrit, c'est pas grave. Et au bout de... alors, il m'a donné rendez-vous, je me rappellerai toujours ce rendez-vous, aux Éditeurs, qui est un café à Saint-Germain-des-Prés, très, très comédien. Voilà. En plus, je peux le ramasser, non? Oui. Ouais, c'est ce qu'on a. Seul, on n'est pas. Voilà, il y a des ondes. Voilà. Lui aussi, il avait envie de bouger. Voilà. Et puis, je lui dis, et au bout d'un quart d'heure, il me dit, c'est bon. Je dis, c'est bon quoi? Il me fait, c'est bon, je travaille avec toi. Il me dit, j'ai adoré. Alors moi, je suis sorti, et en fait, j'ai pas posé de questions. J'étais un peu ébahi, étonné. Je suis sorti, je dis à Maggie, Maggie, c'est ma chérie. Je dis, mais il a dit oui. Il me fait, bah oui. Je dis, ah, c'est cool. Et en fait, l'aventure a commencé vraiment là. Et là, on a commencé à parler d'où on va le faire, etc. Et donc, Laurence a appelé le studio Héberto, qui fait partie du théâtre Héberto. En fait, c'est la petite salle du théâtre Héberto qui est magnifique. C'est des vraies salles de théâtre. Hein. Et donc, c'est grâce à elle qu'ils ont donné leur aval sans me connaître. Après, ils ont commencé à rentrer dans ma vie. Mais c'est ouf ce qu'il fait. Et puis là, je suis en pleine répétition avec Jean-Philippe. Donc, j'ai appris ce que c'était le théâtre. Oui. Donc, faut bosser. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Là, pour le coup, je travaille ma diction, je travaille mon parler, je travaille le fait de tout savoir par cœur, pour pouvoir être bien sur scène. Je travaille la mise en scène. Alors oui, parce que tu as écrit ta vie, mais il faut bien quelqu'un qui la mette en scène. Voilà. Comment ça a été imaginé? Voilà. Est-ce que dès le départ, tu avais imaginé en fait ce qui va se passer là, ce que tu vas pouvoir délivrer? Est-ce que tu étais proche ou finalement même tu as largement dépassé ce que tu pouvais imaginer? Non, j'étais au-dessus de ce que je pensais, parce que là, ça commence à prendre... En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui va venir sur scène, parce que je trouve ça génial. Et ce qui me rassure, en fait, c'est que je vais pouvoir aussi chanter. Donc, je serai en piano-voix par moment. Et donc, je vais allier mes deux métiers, mes trois métiers, parce qu'il y aura du Rungis derrière, parce que c'est Rungis qui m'inspire. Il y aura du théâtre, et j'en ai fait quand j'étais petit. J'avais joué Knock. Et
et il y aura de la musique. Et en fait, là, je vais retrouver ce que je faisais au Club Méditerranée. Oui. En professionnel, par contre. Avec cette interaction avec le public. Ah, mais j'adore. Mais moi, j'ai hâte de le faire. Ouais. Et où je suis content, c'est que ça se remplit, mais vraiment vite. J'étais un peu flippé. Je me dis, ouais, est-ce que les gens vont... Et en fait, quand ils comprennent... Au départ, les gens pensaient que c'était un concert un peu différent. Et quand les gens ont compris que c'était ma vie à Rungis, mais c'est pas ma vie, en fait. C'est la vie de milliers de personnes. Et tous les gens qui travaillent à Rungis ou qui sont passés par Rungis vont s'y reconnaître, parce que je raconte des anecdotes où je change parfois les noms, par pudeur et par respect. Mais voilà, il y a des choses très drôles qui se sont passées à Rungis. Et oui, je vous laisserai découvrir. Mais on a hâte. Et alors, tu as écrit et composé de nouvelles chansons spécifiquement pour les nouvelles chansons seront composées avec le public, puisque c'est là où toutes? Je demande... pas toutes, mais une grande partie. D'accord. Il va y avoir les classiques que tout le monde connaît, mais une grande partie sera composée avec le public. C'est ça le fer de lance du spectacle également. Et oui, parce que j'imagine qu'après, quand... Donc, tu as 2 dates. Forcément, à aucun moment, il va se passer la même chose puisque ça va être composé avec le public. J'imagine que ça va donner lieu à pas mal de rebonds derrière parce qu'il y a un côté instantané et magique qui va se produire que toi-même, tu vas découvrir parce que tu l'as jamais fait, l'exercice. De faire avec le public ? Oui. Ah si. Ah oui, tu l'as déjà fait ? Je l'ai fait même sur Télématin en direct. Je suis un fou. Ah ouais. Ouais, je l'ai fait en direct à la télé. Alors, est-ce qu'on peut tenter ? Est-ce qu'on peut tenter là sur quelque chose pour montrer ce que ça donne ? Oui, mais j'ai pas de piano. Donc c'est un peu plus compliqué. Je peux faire une mélodie avec la voix, mais j'aime tellement m'accompagner au piano. Mais c'est pas grave, ça fera un deuxième podcast. avec le piano, c'est plus simple. Mais sur Télématin, en fait, ils m'ont appelé. J'avais fait d'abord une première interview à Rungis. Et apparemment, l'interview avait très bien fonctionné pour leur audimat. Puis moi, j'étais content des retombées. Et ils m'appellent un mois après. Et en fait, Emma, pour la citer parce qu'elle est géniale, qui est une des présentatrices de Télématin, enfin une des chroniqueuses, me dit, écoute, t'es mon coup de cœur, j'ai envie de te faire revenir cette fois-ci sur le plateau. J'ai dit, bon, ok. Et moi, j'étais en speed quand elle m'a appelé. Elle me dit, bon, t'es là tel jour? Je dis, oh, ok, je viens. Je raccroche. Elle me rappelle, elle me dit, mais il faudrait que tu fasses tu sais, ce que tu fais avec le public, là, quand tu imagines les chansons et tout, l'improvisation. Je suis, oh, ok, d'accord. Et au moment de raccrocher, je dis, mais qu'est-ce que tu viens de dire là? Et j'appelle Maggie, je crois que j'ai dit une grosse bêtise. Elle veut que je fasse l'impro en direct à la télé. Je dis, ouais, je sais quoi, il y a 1 million de personnes qui regardent. Si je me plante, je passe pour un compte devant 1 million de personnes, quand même. Gros challenge. Ouais, et en fin de compte, j'ai dit, pour que je sois à l'aise, pour que je sois bien dans mes baskets, je vais aller bosser à Rungis le matin. Donc j'étais à 3h. J'ai quitté plus tôt. Je vais faire comme si c'était une journée normale. Je suis arrivé sur le plateau à 8h du matin, très détendu, très bien. J'ai pris mon café. Ils m'ont donné des mots. J'ai fait mon impro, ils m'ont regardé quand en ouf, ils me disent celui-là il a peur de rien, et j'ai été félicité, et ça m'a vraiment fait chaud au cœur par les gens de derrière, par les techniciens. Oui. Parce que les techniciens, ils en ont vu des artistes. Ils m'ont dit, alors toi, t'as dû touper, mais bravo, parce que franchement le faire, c'est waouh, c'est parce que t'étais en direct, je fais ouais, mais j'ai pas réfléchi en fait. J'ai pas réfléchi, et puis je me dis, au pire des cas, si je m'étais planté, c'est pas grave, j'ai tué personne. Non. Et moi, j'aurais tendance à dire, quand je t'écoute, qu'effectivement, tu étais bien guidé dans les messages systématiquement, en fait. Ouais, il y a l'inspiration chez les artistes, c'est ça aussi. On est en canalisation des messages qui arrivent directement et c'est ça qui est chouette parce que finalement, tu ne peux pas te tromper. Tu délivres toujours le bon message en tout cas, j'essaye. Et puis surtout, c'est un jeu qui m'amuse. Alors pour le coup, ça fait Tetris dans ma tête et j'adore faire ça. Mais vraiment, et puis j'ai eu une vie un peu banque-ballante au départ, avant de choisir ce que je voulais faire. Tu sais, comme me dirait ma mère, entre les mailles du filet, j'ai slalomé. Oui. Je voulais pas faire d'études, moi, du tout. Et puis j'atterrais à Rungis. Et je trouve que c'est une belle aventure. Et tu as trouvé ta voie. En tout cas, tu as bien été guidé sur les voies à suivre. J'ai trouvé ma voie VOIE et ma voie VOIX. Oui, ça. Tu vas finir par parler comme moi. Non, mais c'est ça qui est chouette. En tout cas, c'est ça qui nous rassemble. Et alors, est-ce que, justement, dans ces impros, il y en a peut-être une ou deux mémorables, qui sont restées dans ce que tu as partagé, que tu pourrais nous partager là, dans les messages? Alors, je vais te répondre différemment. Alors, tu es très connecté avec ma femme, parce qu'en fait, pourquoi on va faire autant d'impro? Et alors, dans le spectacle, je vais faire plein d'impro. Mais une chose est sûre que chaque spectacle, on gardera la meilleure impro de chaque spectacle et on en fera peut-être un album. Eh oui. Ouais, parce qu'en fait, à chaque fois
J'ai fait des impros, il y a eu des choses formidables qui se sont passées. J'ai fait ça à un moment, je me suis retrouvé à Saint-Tropez, un concert qui était complètement impro. On va dans un hôtel que tout le monde connaît, qui est sur le port de Saint-Tropez, qui s'appelle le Sub, et qui a un piano. Et je fais un concert improvisé. Donc il y avait tout le monde, il y avait du People, il y avait de Bernard Montiel, etc. Et les gens m'écoutaient sans m'écouter. C'était un peu le bordel, je reconnais. Et tout le monde dit, ouais, prends le piano. Et je commence à chanter. Donc pour les capter, à un moment, je fais 1 ou 2 reprises. J'avais fait un EP de 5 chansons, ce qu'on appelle des covers, où j'avais repris notamment Début de soirée, Nuit de folie, mais à ma sauce, qui avait cartonné sur les réseaux. Et sur Amazon, je m'étais retrouvé 14e des ventes pendant 3 mois. Ah oui, pour moi, c'était génial. J'avais fait des reprises de Paul Naref et tout. Donc déjà, les gens commencent à m'écouter. Il y a un moment, je dis, bon, tiens, je vais faire mon impro. Et donc, je leur parle. Et là, ils me sortent des mots, Mojito, Daiquiri, Saint-Tropez, enfin, et je leur fais l'impro. Et alors là c'est parti. Du moment où j'ai fait l'impro, non seulement ils m'ont écouté, mais c'est qu'ils étaient debout à chaque chanson. C'était incroyable. Et ça s'est terminé debout sur le piano. C'était incroyable. Et donc, en fait, je retiens de ces impros, c'est que tu touches le cœur des gens parce que d'un seul coup, tu leur parles. Surtout quand ils ne te connaissent pas. Tu leur parles. Et là, il y a un truc qui se passe. C'est incroyable. Et parce que le mot, en fait, ils ne l'ont pas choisi de manière anodine. Ça vient forcément résonner. Et donc, toi, tu vas démultiplier, en fait, la puissance de ce raisonnement à l'intérieur. Et c'est ça que je trouve magique. Et j'ai même fait une fois... J'ai hâte de découvrir, en fait, ce côté-là, quoi. Alors, la personne qui a le plus peur en général, c'est la personne qui est à mes côtés. Donc, il y a Maggie qui se tord des boyaux. Il y a le metteur en scène qui va se tordre des boyaux. Il y a peut-être le théâtre qui ne me connaît pas, qui se dirait quand même, c'est chaud. Mais en fait... Mais parce qu'ils ont peur, quand tu dis qu'ils se tordent des boyaux, c'est parce qu'ils ont peur que tu ne trouves pas, que tu sois ils ont peur que je ne trouve pas, ils ont peur que je manque d'inspi, ce qui peut arriver. Hein. Mais de toute façon, il y a des impros qui sont meilleurs que d'autres. Hein. Tu ne peux pas être 100% parfait à chaque fois. Mais et parce qu'il faut que ça résonne aussi chez toi. Parce que... Non, il faut surtout que ça résonne chez moi. Il faut que le public me parle. Et il faut que la chanson veuille dire quelque chose. Oui. On m'a sorti des mots aussi une fois. J'étais au Café de la Danse. Alors... Il y a des termes de fois en vocabulaire que tu ne connais pas. Je ne connaissais pas le mot sororité. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme la fraternité. Oui. Donc, du coup, tu apprends des mots. Et donc, on me sort souvent des mots un peu bizarres. Alors, là, on m'avait sorti sororité. Donc, je dis sororité. Et je vois comme ça, je dis, là, il faut m'expliquer. Et les gens, ils exploseraient parce qu'il y en a plein qui ne savaient pas, en fait. Ou sinon, quand j'ai fait l'impro à Télématin, on m'a sorti le beffroi, qui est le monument dans le Nord. Mais je ne savais plus si c'était le monument ou un lieu-dit, etc. Donc j'ai demandé. J'ai dit le lieu-dit ou... Non, le monument. Je suis d'accord. Oui. Voilà, et dès le départ, tu as une interaction avec le public. Et c'est ça qui est génial. Du coup, tu es sûr qu'ils vont t'écouter. Et puis c'est pas parfait, c'est pas grave. La vie, elle n'est pas parfaite. C'est ça qui fait le charme de la vie. On est d'accord. Et ce que j'aime justement dans ce que tu décris, c'est cette interconnexion. C'est-à-dire que dans ce spectacle, avec cette impro, il y a une puissance d'interconnexion des gens les uns avec les autres et la puissance en fait du rendu au travers de la musique. Mais franchement, là, tu as suscité vraiment mon impatience. Moi qui suis vraiment passionnée de ça, j'ai hâte de voir en fait ce que ça va pouvoir donner et de le ressentir surtout parce que vraiment, je le rappelle, l'interconnexion. Les gens ont tendance à oublier ça. C'est-à-dire qu'ils sont souvent dans leur individualité et ils n'ont pas conscience que en fait, on fonctionne les uns avec les autres et dans la connexion que l'on a les uns avec les autres. Et le fait que effectivement ça passe par des mots, derrière il y a une puissance, il y a une résonance et donc c'est une vibration. Et c'est ça qui fait cette connexion en fait partagée. Et les gens vont dans des concerts, vont dans des salles de spectacle. Pourquoi ? Parce qu'ils partagent en fait cette connexion et que ça donne quelque chose. Ça leur fait ressentir un moment. Donc ça c'est chouette. Et en tout cas je me dis mais bravo quoi. Waouh, la puissance en fait de ce que tu permet aux gens de vivre, c'est formidable. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire plus que d'autres jours, on a besoin de ça, en fait, dans cette société. Ouais, en tout cas, ça fait du bien. Oui. Mais c'est pour ça que je dis toujours que mes clients, comme tout à chacun, ils me ressemblent. Je choisis mes clients et mes fournisseurs. Et c'est pour ça qu'on ne sert pas tout le monde, d'ailleurs, parce que mes clients me ressemblent. Et mes clients, à 80%, sont mes potes. Alors, je ne dis pas qu'on se prend pas la tête, parce que comme je dis toujours, le business, ça reste du business. Donc, des fois, on n'est pas d'accord. Mais je m'entends hyper bien avec eux. Et les gens avec qui je m'entends un peu moins bien, ça ne peut pas être mes clients, parce que ça ne passera pas. Je vais m'obliger à... En fait, c'est comme en amour. Tu ne peux pas t'obliger à être avec quelqu'un à qui tu n'es pas à 200 000%. Donc, c'est pareil. Moi, j'ai tendance à dire souvent, tu attires ce que tu vibres. Et c'est exactement ça. Les gens qui viennent à toi, ils viennent parce qu'il y a quelque chose qui les connecte à toi. Ouais, c'est connecté, je suis d'accord.
Et sinon, ceux qui doivent disparaître ou même qui ne doivent pas arriver, ils n'arrivent pas. Ouais, puis il y avait une émission de télé qui disait on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui, non mais ça, j'ai aucun ça faut problème avec l'assumer. ça. Mais d'ailleurs, ça fait partie des prises de conscience à avoir parce que très souvent, on voit bien chez les jeunes notamment, et moi qui travaille beaucoup dans l'expression de la voix et la prise de parole, un des éléments bloquants, c'est ça, c'est qu'on a tendance à vouloir plaire à tout le monde. Parce qu'on a vécu des choses enfants, parce que souvent il y a ce manque d'amour qui a été présent, et donc du coup on conçoit qu'on doit plaire à tout le monde. Mais non, en fait. Être soi, c'est accepter et assumer le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et ça, c'est une vérité. Quand on est libre de ça... déjà, c'est vivre à 2000%. Encore une fois, je reviens en spectacle, mais je le dis tellement. Et si vivre à 2000%, c'est toujours positiver dans tout ce qui t'arrive. Chaque épreuve, il y a quelque chose de positif. Et je pense que pour vivre pleinement sa vie, il faut non seulement assumer qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais sûrement je pense qu'il faut prendre son chemin et le suivre. Moi, en tant qu'artiste, j'ai aussi du mal à me dire pourquoi lui, il m'aime pas, pourquoi lui, il n'écoute pas, pourquoi lui, il n'est pas sympa avec moi. Il a le droit, en fait. Il a le droit. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui sont plus jeunes que moi et qui disent tu traces ta vie, tu fonces et puis tu mets des écoutilles. Et c'est vrai. Et c'est pareil dans le business. On peut avoir le meilleur prix, on peut avoir la plus belle marchandise. Il y a des gens qui ne veulent pas t'acheter pour X raisons. C'est leur problème. Mais moi, je prends aujourd'hui, en tout cas, encore plus qu'avant, je prends tout ce qui est positif et le reste, je le laisse aux autres, j'en veux pas. Ça ne m'intéresse plus. Et alors, du coup, quelles sont tes valeurs clés, tes piliers ? On parle de soi. Ouais. Selon toi, c'est quoi tes valeurs clés aujourd'hui qui font que tu as composé ce socle en évoluant, en grandissant et en avançant, et qui font aujourd'hui ce que tu es et ce que tu peux proposer en fait? Déjà, c'est d'être franc et sincère. Alors, je pense que je suis un garçon très franc et sincère. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en face. Ça rejoint un peu les gens de Rungis, on est comme ça. Ça ne fait pas toujours plaisir. Des fois, on dit qu'il vaut mieux écouter un mensonge que de dire une vérité. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je dis toujours la vérité, je dis ce que je pense. Je suis transparent. Je n'irai pas vers quelqu'un pour l'insulter si je ne veux pas le voir, j'en ai rien à foutre. En fait. Mais quand j'aime quelqu'un, au contraire, je vais lui dire... Et puis, je suis quelqu'un d'honnête. Profondément. Je pense que je suis profondément honnête. Avec les défauts que ça va avec, parce qu'être honnête, des fois, ça a certains défauts, parce qu'il y a des choses qu'on n'accepte pas. Mais je ne pense pas pouvoir être un Rungis depuis 27 ans si je n'avais pas été honnête. Honnête, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est honnête dans sa façon d'être, avec les gens. Alors, encore une fois, on va revenir sur on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, je ne plais pas à tout le monde. Il y a des gens qui ne comprennent pas que je monte sur scène. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'on peut faire du business et qu'on peut être le soir au Café de la Danse. Mais ce n'est pas grave. Encore une fois, ce n'est pas grave. Et honnête avec soi-même aussi. Mais honnête avec soi-même. Mais j'ai jamais autant été heureux que maintenant. Ouais. Là, tu sens que tu es vraiment dans l'alignement dont on parlait au début. Je me lève le matin, je vais dans une boîte que j'aime. Je suis avec une femme que j'aime. Je suis dans un appartement que j'aime. Alors, elle est tunisienne, donc elle va faire 5 arrêts. Ça ne se dit pas, ça. Parce que les Tunisiens, quelle que soit leur religion, c'est la man Fatma. Et en plus, je fais un spectacle que j'aime. Donc là, j'ai passé la cap des 50 ans. Donc, je suis de l'autre côté. Ça veut dire qu'il me reste peut-être, comme diraient certains, encore 30 étés à vivre. J'en sais rien. Ça, c'est le côté Ashkenaz qui parle, mais j'espère qu'il m'en reste même plus. Donc, il faut vivre chaque instant comme si c'était vraiment les derniers. Je ne dis pas ça par démagogie, c'est vraiment vrai. Oui. Notre vie, à Maggie et à moi, elle est H24. On a des projets qui n'en finissent pas. Mais c'est ça qui m'éclate. Bah oui, parce que j'avais envie de te poser justement cette question. On parlait tout à l'heure que tu essayais de vivre dans le moment présent et le ici et maintenant et de ne pas trop penser à la suite. Mais j'imagine que tu as déjà pensé à la suite. Ouais. Après ce spectacle que tu n'as pas encore vécu, c'est quoi déjà la suite dans ta tête ? Déjà, il y a des dates qui ont été vendues en France. Parce qu'on m'a annoncé ça il n'y a pas très longtemps. Après, ils aimeraient faire une tournée. Donc, en fait, ce qui est génial et ce qui est dur à la fois, c'est que les gens du milieu artistique, en fait, se moquent que toi, tu te lèves à 3h. Et ils ont raison. Oui, puis si tu parles de tournée, ça veut dire qu'indéniablement, il va falloir que tu arrives à concilier je tourne pas sur moi, je reste sur les gens. Non, mais on va trouver, il y a toujours des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ça, je le dis tout le temps. S'il faut faire ça le week-end, on fera ça le week-end. C'est pour ça qu'on a fait ça un dimanche soir d'abord. Et puis on verra bien. On va pas... Mon grand-père me disait toujours, ne stresse pas pour ce qui n'est pas arrivé. Ça, c'est sûr. Et mon associé me dit une phrase qui est très proche, il me dit, stresser avant, c'est stresser 2 fois.
Donc voilà, je retiens ces 2 phrases, c'est important pour moi. Mais si il doit avoir une tournée parce que le spectacle plaît énormément, il y aura la tournée. Et on servira les clients export aussi et on trouvera des solutions. Et dans ce développement de ta personnalité et justement de tout ce que tu aurais pu imaginer et même des rêves que ça a développé, c'est quoi la suite? Est-ce que tu as rajouté encore quelque chose dans ton potentiel d'artiste ou c'est encore secret ou... Non. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais explorer En fait, ouais, je me suis dit, si demain... j'avais pas pensé. Alors, j'avais fait, il y a 20 ans, j'avais fait du cinéma, mais par hasard. J'étais en Roumanie, j'avais rencontré Arcadie, et il m'avait fait jouer dans son film, j'avais eu un tout petit rôle. Ça m'avait éclaté, mais j'étais pas du tout dans le trip. À l'époque, j'étais pas... Bref, et là, quand on m'a parlé de cinéma, parce qu'on me dit, ce que tu as écrit, c'est vachement cinématographique. Je lui dis, oh, bah, pourquoi pas. Après tout, je me suis dit, ça sert à rien de se mettre des limites, on sait jamais. Mais non, moi, ce qui m'éclaterait aujourd'hui à moyen terme, c'est pouvoir défendre ce spectacle sur toutes les scènes de France et de Navarre. Pour le coup, parce que j'ai envie de mettre vraiment à l'honneur ce marché qui m'a accueilli depuis tant d'années et qui continue de m'accueillir, parce que c'est un bout de moi. Vraiment, aujourd'hui, je me rends compte, Rungis, j'y ai appris beaucoup de choses, j'y ai vécu mes plus grandes joies. J'ai rencontré des amis, des vrais amis, des amis vrais. Aujourd'hui... pas plus tard que ce week-end, j'étais avec mes amis, je l'ai rencontré quand j'ai commencé à Rungis. Donc voilà, à Rungis, il y a des gens quand même d'une valeur quand même inestimable. Pas que, mais voilà. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir travailler dans un milieu où on ne regarde jamais sa montre et on s'amuse. On s'amuse avec un grand A, c'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas en tant qu'on ne joue pas au Scrabble, mais on s'éclate. On s'éclate, on a des émotions à Rungis. On a des grandes émotions et on y mange bien. Accessoirement. Tu sais qu'à Rungis, tu sais tout. Et moi, j'ai déjà mangé. Enfin, j'ai déjà mangé, j'ai déjà pu vivre. L'avantage de Rungis, c'est que tu sais à quelle heure tu commences à déjeuner, mais tu ne sais pas quel jour tu le termines. Oui, ça aussi, j'ai exploré. Mais tu ne sais pas quel jour tu le termines. Ah non, je crois que je n'ai pas fait celle-là encore. J'ai rallongé la journée, mais je n'ai pas multiplié. Moi, je l'ai fait. Et ma femme était avec moi au départ. Ouais. Donc, elle a cru que c'était une caméra cachée. Donc, à 19h, elle est partie. Elle dit là vous m'avez tué, c'est bon. En tout cas, on va rappeler à nos auditeurs 2 dates. Donc, très importantes. Le 9 et le 23 novembre. Au Studio Héberto. Oui. Il reste encore quelques places. Donc, ils peuvent réserver. Ils vont sur le site du Studio Héberto. Sur mon Instagram, on a mis le lien. Ça va être un moment improbable et incroyable pour moi. Et franchement, pour ceux qui ne connaissent pas Rungis, ils peuvent venir. Je pense qu'ils vont découvrir ce que c'est Rungis. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais je le pense sincèrement. À Rungis, il y a tellement de gens qui veulent y venir. Cette marque Marché de Rungis, je pense qu'aujourd'hui, elle est connue dans le monde entier. Il n'y a pas une émission, une radio qui n'en a pas parlé, mais c'est pas pour rien. C'est parce que c'est le marché quand même le plus connecté au monde. Ouais, ça, c'est chouette. Alors, Marc, est-ce qu'on peut terminer par une note musicale ? Un petit message en chanson Un bonjour madame, ça ne coûte rien. C'est une petite flamme qui vous donne la main. Ça réchauffe le cœur et puis c'est gratuit. Ça sème le bonheur comme des confettis. C'est beau la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Et puis, j'espère que nos auditeurs seront au rendez-vous, en tout cas qu'ils auront apprécié cette musique et ce partage de ce jour. Et puis qu'ils seront au rendez-vous de ton spectacle les 9 et 23 novembre. Encore merci pour ces échanges. Merci Magali, c'était top. À bientôt, merci. À bientôt.